Voilà, bienvenue à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, vous présenter des outils orientés dans le monde Microsoft, puisque c'est un peu le monde dans lequel je baigne pour le moment. C'est là une présentation que j'ai, à peu de choses près, fait de manière identique à la journée agile, qui s'est passée à Mons il y a 3 semaines à peu près maintenant. Et donc, c'est voir un peu, via ces outils, toutes les manières, je vais dire, par l'intermédiaire de Visual Studio Online, de pouvoir concevoir, mettre en place, concevoir, suivre et valider, je vais dire, tout l'environnement de développement nécessaire pour faire des applications logicielles. Donc, rapidement, je pense que tout le monde me connaît. Je vais vous mettre à disposition les slides. Donc, à la fin de la présentation, vous avez le lien, vous pouvez télécharger ça directement sur SlideShare. Donc, vous pourrez les reprendre, avec y compris les notes de descriptif pour pouvoir expliquer, pour pouvoir faire les exemples que je vais vous montrer, puisque ça sera principalement basé sur des exemples. Donc, il y aura quelques slides, mais on va rapidement passer pas dans du code, ce n'est pas le but de faire du développement, mais passer dans les outils pour vous montrer pratiquement à quoi ça ressemble. Donc, on va faire une rapide introduction de ce qu'est l'aspect agilité et les projets de type agile. Ensuite, je vais vous montrer les différents modules qui sont compris à l'intérieur de la solution de Microsoft, de Visual Studio Online, c'est-à-dire la gestion du code source. Je vais vous montrer les différents types de repositories qui existent, que ce soit Git ou TFVC intégrés à TFS. La définition du planning, puisque c'est principalement pour ça aussi, avec l'aspect collaboratif, donc définition des tâches, associer des tâches à des sprints, définition de bugs, création de bugs, résolution de bugs et utilisation de ce qu'on appelle des boards, donc, ou de Kanban board pour pouvoir faire des visualisations en début de sprint et on continue, je vais dire, de voir l'état d'avancement des différentes tâches. Je passerai très rapidement sur l'aspect testing, je ne l'ai même pas indiqué ici, mais alors je vous montrerai aussi tout l'aspect automatic build qui, à mon sens, devrait logiquement être intégré dans tous les projets pour pouvoir faciliter les développements. Okay. Donc la première chose, c'est repositionner ce qu'est l'agilité, les projets de type Scrum, Agile. Donc je vous ai mis un schéma que je trouve assez clair, qui vous montre un petit peu, quand on développe un projet sous forme d'agilité, on part d'une idée, en général c'est le client qui nous donne l'information, ce qu'il veut développer, et on réalise ce qu'on appelle des stories à l'intérieur du module, du template Agile, notamment ici on va les créer dans Visual Studio Online. On crée ce qu'on appelle des stories pour pouvoir, dans un product backlog, avoir la liste des différentes fonctions, des outils, des fonctionnalités qu'on va vouloir développer. Ensuite, on va créer des sprints, on va développer des sprints. Un sprint, c'est une durée de développement, on considère entre 1 et 3 semaines. Donc par exemple, toutes les 2 semaines, l'ensemble de l'équipe, des développeurs, du product backlog, du product owner, et des personnes qui sont consacrées au projet, vont se réunir pour définir les nouvelles tâches, ce qu'on va devoir développer, c'est-à-dire choisir les stories, par priorité par exemple, par intérêt, et définir les tâches qu'on va pouvoir associer à ces différentes histoires pour pouvoir les réaliser pendant les 2 semaines qui vont arriver. Ensuite, on développe, les développeurs travaillent. On a à tout moment la possibilité de voir l'état d'avancement avec les outils que je vais vous montrer. Et en fin de sprint, on va faire ce qu'on appelle un sprint review pour revoir, faire la revue, pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur les 2 semaines en question et de se poser la question, est-ce que les tâches ont bien été toutes faites correctement? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Pourquoi? Et donc redéfinir éventuellement des nouvelles tâches, faire une rétrospective de l'état d'avancement du projet. Et à tout moment, on a la possibilité en sprint, en Scrum, de pouvoir dire, je veux réaliser un produit. Donc à tout moment, on va pouvoir dire, maintenant, le code qui est réalisé, qui est développé, je vais le mettre en test, en production, et continuer à développer une version 1.1, puis 1.2 du projet, et ainsi de suite, sur base de la même philosophie. Et donc ces développements continus, on va pouvoir faire toute cette intégration et ce suivi directement dans les environnements de développement que Microsoft nous donne. Alors juste à titre d'information, l'outil de Microsoft dans le Gartner Magic, le cadran de Gartner, en février 2015, se situe dans le trio de tête avec Atlassian, donc Jira qu'on utilise aussi, et les autres outils autour de Jira, et la solution d'IBM. IBM fournit également une solution de type ALM, donc de suivi de processus et de code, je vais dire, et de suivi d'applications, de développement d'applications. Donc dans la solution de Microsoft, Visual Studio Online, en fait, c'est basé sur les briques qui existent déjà depuis quelques années, les briques de Team Foundation Services,
Et donc dans Team Foundation, dans TFS, on a une série de briques disponibles. On a une brique permettant de faire la gestion du code source, une brique permettant de faire tout ce qui est collaboratif, définir des tâches, définir des bugs, résoudre les tâches, suivre un petit peu tout ça, et tout ça dans un aspect de planification aussi, collaboratif évidemment lié. On a même maintenant dans TFS, dans Visual Studio Online, un module de chat où on peut communiquer avec d'autres développeurs, avec d'autres responsables du projet, mais évidemment tout en gardant des traces de tout ce qui est élaboré, de tout ce qui est fait dans le système, c'est quand même l'objectif initial aussi. Puis on a deux autres modules, un que je montrerai très très rapidement qui est l'aspect testing, où on peut donc définir des plans de test, soit des plans de test manuels, à valider par case à cocher par exemple, ou que ce soit des plans de test automatiques, où on crée à ce moment-là des petits scripts de test et qu'on peut exécuter, qu'on peut lancer automatiquement par le serveur, par le système. Et puis finalement, il y a le module de construction automatique, de build, pour pouvoir faire notamment du développement et du déploiement continu dans le système. Tout ça se retrouve autour de TFS avec différents modèles, comme Microsoft l'appelle, des templates. Soit on peut utiliser un modèle de type Scrum, soit de type CMMI ou de type Agile. Moi, je vous montrerai ici les différences et également celui qu'on va utiliser qui est surtout Agile. Alors, pour utiliser tout ça, on a une série d'outils disponibles, des outils orientés développement Microsoft et des outils un peu plus classiques, tels que des web browsers par exemple, ou Excel, ou MS Project pour pouvoir travailler. Alors, depuis quelques mois maintenant, Microsoft fournit la même solution, TFS, mais online, dans le cloud. Et donc, c'est celle qu'on utilise et sur laquelle on est parti maintenant chez Tracis. On avait un serveur TFS au préalable. On est en train de migrer les projets dans TFS Online, donc dans Visual Studio Online, dans le cloud. Pour des raisons, d'évolution, on n'a plus besoin de faire les mises à jour, c'est Microsoft qui s'en charge. Pour des raisons d'optimisation et d'exécution de code, tout ça se fait en quelque sorte. On a juste besoin d'utiliser l'outil. Et ça fait partie même des licences avec lesquelles on travaille habituellement dans les outils de Microsoft. Donc ça nous coûte a priori pas grand-chose de plus. Alors pratiquement, comment ça fonctionne ? Le moyen le plus simple, c'est d'accéder au portail, d'accéder à un site web qui est le nom de la société, on va dire. Dans ce cas-ci, on a créé un Tracis Group, tracisgroup.visualstudio.com, et on arrive sur ceci. Un portail 1 qui représente la liste de tous les projets, et par projet, différentes briques, avec ici on voit les différents modules sur lesquels on va pouvoir créer des raccourcis, un peu comme sur Windows ou sur Windows Phone de Microsoft. On a les gros carrés, on clique dessus, on va voir par exemple ici la liste des différents changements récents, la liste des différentes tâches qui me sont attribuées, et ainsi de suite. Donc tout ça est utilisable directement dans le browser. Et le plus simple, c'est peut-être de faire une petite démo de ça, rapide. Donc voilà, si je me connecte sur tracisgroup.visualstudio.com, j'arrive sur une page qui se trouve ici avec toute une série d'informations un peu plus commerciales ou des modules à retrouver et avec les différents projets qui existent déjà. Pour créer un projet dans Visual Studio Online, dans VSO, le plus simple c'est, j'appuie sur le bouton New, je donne le nom de mon projet. Donc vous voyez qu'il y a un écran avec en gros 3 paramètres à demander. Le nom du projet, dans ce cas-ci, je vais par exemple l'appeler Tracis Agile Project. Je lui donne une description. Je choisis le modèle avec lequel je veux travailler, Agile, CMMI ou Scrum dont j'ai parlé, et je reviendrai sur les détails par après. Je vais choisir ici Agile. Et le dernier point, c'est la possibilité de choisir le type de repository en termes de code source, d'hébergement du code source. Alors tout le code est hébergé sur le serveur de Microsoft. Il est géorépliqué en fonction des différents continents si on le souhaite. Nous, on a demandé qu'il soit uniquement sur le continent européen. Donc il se trouve par exemple aux Pays-Bas et en Irlande en termes de géoréplication. Microsoft se charge de tout ce qui est backup, suivi, performance sur le système. Et nous, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est l'utiliser et demander comment l'utiliser. Donc je donne par exemple ici le nom du projet. Je lui dis que c'est un projet de type Agile. Je vais utiliser un repository de type Git. Je demande de créer le projet. Et quelques secondes plus tard, mon projet va être créé. Je vais pouvoir rentrer dedans pour pouvoir le définir et rajouter les fonctionnalités qui m'intéressent. Alors on a juste besoin d'une connexion Internet, évidemment, pour travailler avec ce genre d'outils. Bon, pendant qu'il le crée. Par rapport au code source, qui est le premier module que je vais vous montrer, le code source, ça permet d'enregistrer tout le code que le développeur va créer. C'est le principe. Alors, l'outil de base, évidemment, Techno Microsoft, donc c'est-à-dire Visual Studio. Donc depuis les outils de Visual Studio, quelle que soit la version, depuis les versions 2010, 2008 jusqu'à la dernière 2013 et la prochaine 2015, on va pouvoir créer son code dans n'importe quel langage et republier, remonter son code où on le souhaite.
Alors, il n'y a pas que les outils de Microsoft qui sont également disponibles. Microsoft fournit aussi gratuitement les plugins pour les intégrer, par exemple, dans Eclipse ou dans tout autre système d'utilisation, puisque notamment, depuis qu'on a la possibilité de travailler en Git, on peut utiliser tous les outils classiques de gestion de code associés à Git. Et donc, on peut remonter du code, que ce soit du C#, du Java, de l'HTML, du C++, même des fichiers Word, des fichiers binaires si on le souhaite. On peut travailler en online ou offline, comme on le souhaite, avec le repository de type TFS ou Git, et on peut évidemment faire tout ce qui est fusion de code, gestion de code, et ainsi de suite. Tout ça est prévu à l'intérieur de l'application et à l'intérieur des modules. Alors juste, très rapidement, la différence entre TFVC, qui est le format, on va dire, historique, géré par Microsoft, et Git. Mais sachez qu'en TFVC, par exemple, on a un serveur central, un repository central, qui contient tout le code, et le développeur fait un get latest version pour récupérer en local la dernière version du code. Puis il modifie son code, et quand il l'a modifié, il peut le remonter en faisant un check-in sur le serveur. Mais donc on a un point central d'enregistrement du code source. En Git, par contre, on a un serveur central, on peut même en avoir plusieurs si on fait de la distribution. On a un serveur central, on fait ce qu'on appelle un clone, c'est-à-dire on récupère toute la base de données centrale en local. Et donc tous les développeurs ont toute l'historique et tout le projet, tout l'environnement de développement du projet complet avec tout le code localement sur leur serveur, sur leur PC. Et donc forcément, ils peuvent travailler, ils peuvent même faire l'équivalent du check-in, un commit local, travailler tout ça en local. Et puis on fait ce qu'on appelle un push pour remonter le code sur le serveur et voir un pull pour demander s'il y a des nouveautés qui sont intégrées dans le système. Et donc on remonte ainsi régulièrement l'entièreté du code. Donc la philosophie, en gros, elle est la même. On a un serveur central, on a une dernière version ou l'entièreté de la base en local, on fait des modifications et on synchronise les deux. Alors les quelques différences entre TFVC et Git, c'est principalement en termes de, où est-il ? Le premier, en termes de type, c'est-à-dire TFVC est ce qu'on appelle donc centralisé, alors que Git est distribué. Dans certains types de projets, de type par exemple open source, ça peut être vachement intéressant de pouvoir dire je récupère l'entièreté de mon repository local que je mets sur un autre serveur ou en local sur ma machine et je travaille sans être connecté au serveur, je travaille localement. À part ça, la philosophie est un peu différente, notamment en termes de branching par exemple, en termes de sécurité aussi, mais à part ça, on a les mêmes fonctionnalités dans l'un comme dans l'autre. On fait la même chose, parfois plus facilement avec un système qu'avec un autre, donc ça dépend plus du type de projet, je vais dire, avec lequel on veut travailler. Chose importante, c'est, en fonction des projets sur lesquels vous devrez travailler, la version de compatibilité, si vous travaillez avec Visual Studio, dans laquelle vous pouvez intégrer les outils dans Visual Studio. Donc TFVC existe en natif depuis 2010, il existe nativement depuis 2013 avec Git, mais vous pouvez utiliser des plugins complémentaires pour les anciens Visual Studio si c'est nécessaire. Okay. Et ensuite, on a tous les outils dont j'ai déjà parlé, notamment la possibilité de faire du code review, c'est-à-dire de comparer le code qui existe version 1.0 avec le code version 1.1. Et on a des outils de comparaison pour dire voilà ce qui a été changé, ce qui a été modifié, j'accepte telle partie du code, ou je refuse, ou je remodifie, ainsi de suite. Tout ça existe en standard dans les outils. On a également la possibilité de faire ce qu'on appelle du pull request, donc de développer son code, remonter son code et demander à un superviseur, un code reviewer, de valider le code avant de l'intégrer dans la branche principale, dans le master, dans le code principal du projet. Et on peut, je vais vous le montrer tout de suite, faire également des commentaires sur le code directement sur le site web ou via les outils de développement. Donc le plus simple, c'est de repasser en petite démo. Donc mon projet a été créé. Je peux demander de naviguer directement dans le projet. Il me demande, mais ça c'est juste pour la forme où je veux aller. Je vais demander d'aller dans le code. Alors oui, si je reviens sur Home, donc vous voyez ici, vous avez ici en haut des onglets Home, Code, Work, Build, Test. Donc c'est les différents modules avec lesquels je vais parler maintenant. Le premier, Home, vous arrivez sur la page d'accueil sur lequel vous pouvez mettre des raccourcis permettant d'accéder directement aux parties de votre applicatif. Dans Code, je vais retrouver, comment faire pour récupérer le code en local, puisque je n'en ai pas encore. Et ensuite, je vais retrouver tout le code qui va se trouver sur mon serveur, va se trouver à cet endroit. Donc si je veux connecter mon outil de développement et cloner ici, puisque je suis dans un projet agile, cloner le code à mon système, j'ai juste besoin de reprendre cette adresse qu'il me donne et de venir dans mon outil de Visual Studio, venir me connecter sur cet environnement.
Alors, comme on est dans Visual Studio et que tout est intégré, j'ai aussi la possibilité, je vais d'abord faire un close de cette solution-là, j'ai la possibilité de venir créer un nouveau projet de type, par exemple, Windows Forms, que je vais mettre dans un dossier temp. Alors, on va s'amuser un peu, on va créer un petit programme qui s'appelle Pacman. Tout le monde connaît Pacman. Vous attendez pas à avoir un vrai jeu Pacman, hein. Il y a juste le petit bonhomme avec les petites boules et ça ne va pas plus loin. Je peux créer le répertoire et je peux surtout l'associer au code source. Donc si je fais OK, il va me créer mon projet, me demander quel type de projet je veux utiliser. Et ensuite, je vais devoir aller l'attacher, si je peux dire, à mon projet. Où est-il? Voilà. Dans Repository Setting. Je vais faire autrement, ça sera peut-être plus simple. Une autre manière de faire, c'est je peux me connecter donc dans la partie Team Explorer, je peux me connecter sur mon serveur et directement demander de venir faire un clone d'un emplacement, donc de l'URL que j'ai copié tout à l'heure. Je la choisis et je vais venir la mettre dans mon dossier des temp. Je vais l'appeler du coup Pacman 2. Je fais un clone. Voilà. Et donc mon projet Pacman 2 qui se trouve ici, je vais pouvoir maintenant lui associer. Donc là, il est relié à mon serveur. Si je vais dans Settings, je vais retrouver les liaisons qui se trouvent où est-elle? Ici. Donc les origines pour retrouver l'emplacement de mon projet, c'est le projet que je viens de créer, dans Tracis Agile. Alors les %20, c'est parce que j'ai mis des espaces. Et si je reviens sur l'emplacement principal, donc sur la Team Explorer, je peux maintenant lui demander d'ajouter une nouvelle solution de type Windows Forms Application. À l'intérieur de mon Pacman 2, je vais créer un projet Pacman. Pacman. OK. Voilà. Donc mon projet Pacman qui est là, en termes de code source, pour le moment, il est très léger. Il y a juste une forme 1 et programme, il n'y a pas grand-chose. On ne va pas passer son temps à tout créer, je vais juste récupérer du code qui existe déjà. On va créer un dossier caractère pour mettre tous les emplacements de petits fichiers à utiliser à l'intérieur de mon application. Je vais lui demander d'ajouter des éléments existants. Voilà. Je vais aller les rechercher dans mon dossier ici. Hop. Et je vais faire la même chose pour les formes 1 qui sont là, que j'ai déjà ici. Je vais supprimer juste ceux-là et les remplacer par ceux que j'ai déjà développés. Comme ça, ça ira plus vite. On ne va pas devoir développer le projet. Voilà. Donc si je compile mon code, le code se compile. Et si vous voulez voir à quoi ressemble mon petit Pacman, il ressemble à ça. Donc je peux descendre. Je peux jouer avec mon Pacman. Je peux remonter, je ne sais plus comment, voilà. Et je peux attraper les petites boules. Ça, c'est mon jeu. Ça se limite à ça. C'est juste pour dire que. Donc, une fois que le développeur a travaillé, a développé, a créé du code comme ceci, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est remonter ce code sur le serveur. Donc, je peux aller dans l'onglet de Team Explorer au niveau Change et je vois tout le code que je viens de créer. Dans mon dossier Pacman 2, j'ai un dossier Pacman, etc. Donc tout ça se trouve ici dans la rubrique des fichiers qui sont inclus. Et donc je vais pouvoir remonter ce code directement jusqu'au serveur, en mettant par exemple un commentaire, première, on va écrire correctement, première version du code. Alors dans Visual Studio, vous pouvez faire un commit pour committer localement, ou commit and push, ou commit and sync. Commit and sync, ça fait tout d'un coup. Ça prend votre code, ça le met en local, ça le remonte sur le serveur, ça récupère ce qu'il y a sur le serveur pour récupérer l'information en local. Donc toutes les opérations qu'on devrait faire de pull, de push, etc., tout ça est fait en une seule fois. Et il me dit maintenant que tout s'est passé avec succès. Donc ça veut dire que logiquement sur mon serveur, si je rafraîchis la page, j'ai du code qui a été remonté avec un premier commentaire dans l'historique qui est première version du code. OK ? Alors l'idée, c'est évidemment maintenant de pouvoir travailler avec ce code et donc de faire des modifications. Et donc par exemple, de venir créer, c'est un peu les bonnes pratiques
au niveau d'utilisation de Git, de venir demander de créer une branche pour moi travailler. Donc là, je vais dans la rubrique des branches et je vois toutes les branches qui existent. Et je peux lui demander, sur base de ceci, de créer une nouvelle branche locale, par exemple, que je vais appeler Denis. C'est ma branche de développement. Create branch. Elle est mise en gras, donc d'office, je me retrouve associé à cette branche. Donc quand je vais maintenant faire des changements, les changements vont être remontés sur la branche qui est là, sur la branche Denis, qui m'est associée. Donc par exemple, ce que je peux faire comme modification, je vais venir dans forme 1, aller voir dans le code, et venir dire par exemple ici, je vais changer ça, je vais faire aussi un copier-coller du code existant qui est là, hop, pour aller plus vite. Voilà une partie du code, et ça, je vais renommer ça en hold. Voilà. Si je compile, mon code compile toujours, si j'exécute, que je démarre mon jeu, la seule différence maintenant, c'est que je peux utiliser les flèches du clavier pour pouvoir jouer, alors qu'avant je devais utiliser des lettres sur le clavier, donc c'est quand même plus simple dans la manière dont je viens de faire ici. Donc je viens de modifier deux fichiers, on les voit d'ailleurs ici, les modifications, il y a une petite croix rouge, une petite V rouge pour pouvoir dire voilà les fichiers modifiés. Je peux demander de les comparer, on va regarder par rapport à ce qu'on fait tout à l'heure, mais je peux revenir dans mon Team Explorer ici pour remonter le code, alors ça je vais l'exclure, voilà. Je vais demander de remonter le code que je viens de modifier. Si je fais un clic droit dessus, que je peux comparer avec ce qui existe sur le serveur, il me montre directement les modifications. Ici, j'ai été rajouté un hold, et ceci en vert, c'est complètement le nouveau code qui a été rajouté. Donc je peux mettre un commentaire, et je vais mettre utilisation des flèches pour jouer. Et je remonte mon code. Commit, commit push, commit and sync, je fais directement un sync. Donc il me remonte le code ici, dans une branche, dans la branche de Denis. Donc ça veut dire que sur mon serveur, je me retrouve, si je fais un refresh, avec mon code, avec l'utilisation des flèches qui se trouvent là, mais je peux maintenant changer de branche. Oups, je l'ai fait en local. Oui, pardon, je l'ai fait ici en local, à mon avis, je ne l'ai pas remonté directement dans la branche. Je n'ai pas été créer la branche sur le serveur, si je vais voir au niveau de mes branches. Oups. C'est pas grave, je vais vous faire la modification autrement. Ouais, elle est associée à master, donc je n'ai pas créé la branche sur le serveur, je l'ai créée purement en local. Donc il est venu remonter le code sur master, ici, et pas sur une branche, puisque la branche n'existe pas. Si je vais voir dans la liste des branches, je n'ai qu'une branche master pour le moment sur le serveur. Je peux la créer sur le serveur aussi, cette branche, si on le souhaite. Alors ce qui m'intéresse, moi, c'est en termes, par exemple, d'historique, de pouvoir faire des comparaisons. Qu'est-ce qui a été rajouté dans cette version? Ça, c'est très important lorsque on développe. C'est plus tard de pouvoir dire, entre la version 2 qui a été livrée chez le client et la version 1, on voit qu'il y a un bug dans la 2 qui n'existait pas dans la 1. Pourquoi? Déjà, on le verra tout à l'heure, on pourra associer les tâches et retrouver les tâches, mais on va pouvoir aussi venir voir dans le code pour dire c'est ce morceau de code-là qui risque de poser problème, puisque c'est celui-là qui a été changé, qui a été adapté dans le système. Et donc on peut directement faire les modifications soit dans l'outil de développement classique, mais également on a la possibilité de modifier directement online. Par exemple, si j'ai un fichier de configuration, ici, app-config, voilà, en test et en production, j'ai peut-être des différences à vouloir rajouter dans mon système. Je n'ai pas nécessairement besoin, si je suis chez le client par exemple, de devoir installer ou de devoir démarrer mon environnement lourd de Visual Studio ou tous les outils qui se trouvent autour. Je peux aller directement en web, sur la page, et dire, ici, ne pas oublier de faire ceci, ou je rajoute, par exemple ici un commentaire. Attention à cette ligne de code. OK ? Donc vous pouvez directement modifier le code en ligne, le sauver. Il vous crée du coup un nouvel historique avec un commentaire par défaut qui aurait été créé ici. Voilà, update app config, que je peux comparer, que je peux demander de changer, etc. Si je crée une branche et que je viens faire des modifications, j'ai la possibilité aussi d'utiliser le pull request. Bon, ici, à mon avis, le pull request, il ne va pas vouloir entre la branche qui n'existe pas et master. On va peut-être juste rapidement créer une branche qui sont ici.
Non, il faudrait que je la crée en local. Allez, où est-ce que je suis? Voilà, nouvelle branche. On va faire une branche qu'on appelle développement. OK. Donc là, je crée ma branche de développement sur le serveur. Du coup, les clients, les utilisateurs vont pouvoir évidemment la récupérer. Je suis dans la partie développement, dans le code développement. Donc je peux revenir à l'intérieur d'un code, d'un fichier, venir faire des modifications. Ajoute code ici. Voilà. Je peux le sauver en développement. Et donc si je reviens dans la branche principale master, je n'ai pas cette instruction. Cette commande que je viens de rajouter, elle n'est que dans la partie développement. Elle n'est pas encore dans master. Et donc je peux demander, moi développeur, venir créer un pull request, donc une demande de vérification entre ma branche de développement vers la branche master. C'est-à-dire je suis développeur, je dis j'ai fait plein de modifications dans ma partie de développement, je vais vouloir demander de l'intégrer dans la branche principale master qui va servir au déploiement chez le client par exemple. Donc j'ai juste besoin de choisir ma branche développement vers master, il me montre tous les fichiers qui ont été modifiés, je dis je vais créer ce pull request, on va mettre ici exemple de pull request, je le crée, et le pull request, enfin je ne l'ai pas montré, est envoyé à une personne ou plusieurs personnes qui du coup reçoivent dans cette liste de pull request toutes les demandes. Donc j'ai des demandes qui me sont assignées, qui sont demandées par moi, que je peux vérifier, regarder, voir un petit peu les demandes, faire des commentaires et commencer à chatter sur le pull request en lui-même, vérifier par rapport au fichier ici et dire « Ah mais là, attention, je mets un petit commentaire, je ne suis pas d'accord sur ceci ». Donc je ne modifie pas le code source, je rajoute simplement des commentaires en plus sur les données. OK ? Donc ce commentaire que je viens de mettre là, ben, le développeur va pouvoir le lire, et une fois que tout le monde est d'accord, une fois que tout le monde a vérifié, je peux valider les fichiers et faire un complete pull request pour dire OK, c'est bon, j'accepte que la partie développement se retrouve fusionnée avec le module master. Il me propose même de supprimer la branche, parce qu'en général on crée des branches par développeur et par instant, je vais dire. Et donc si je reviens maintenant sur mon Explorer, dans la partie master, chercher mon petit fichier de tout à l'heure. Voilà. Je retrouve dans master la ligne que j'ai rajoutée, ou l'entièreté évidemment du code que j'ai pu rajouter dans le système. OK ? Donc ça vous donne une rapide présentation des différentes possibilités présentes à l'intérieur de Visual Studio Online, de VSO, pour pouvoir gérer du code. Oui ? Jusque-là, deux petites questions. Est-ce que je sais utiliser le repositoire Git de TFS, de Visual Studio Online avec des outils Git standard? Oui, tout à fait. N'importe quel plugin, c'est le protocole Git tout à fait classique. La seule chose, c'est que l'hébergement, donc je veux dire, le repository Git doit être créé dans Visual Studio, qui est propre ici au projet, qui n'est pas open source, donc qui n'est pas public, ce n'est pas du GitHub. Mais, et dans la version 2015, il y aura d'ailleurs une liaison avec GitHub plus simple aussi, mais tous les outils classiques, que ce soit en Shell ou en PowerShell ou en ligne de commande ou n'importe quel outil, que ce soit sur Linux ou autre, sont accessibles puisque c'est en gros le protocole tout à fait classique de Git. Est-ce que je sais faire des forks du Oui. repositoire? Oui. OK. Alors, deuxième module important, c'est surtout tout ce qui est, ça se concerne tout ce qui est planification. Alors la planification, c'est créer des tâches, créer des bugs, suivre ces tâches, donc c'est plus à destination des chefs de projet, des responsables du projet, évidemment aussi des développeurs qui ont besoin d'avoir les tâches pour savoir sur quoi développer. Alors la première chose, je vais faire tout ça en démo, ça sera plus joli. Tout ça se fait principalement à partir du web, dans la rubrique Work, qui se trouve là. Donc je clique ici sur Work. Et j'arrive dans une zone, dans mon projet, dans lequel je vais pouvoir, je vais d'abord commencer par définir mon espace de travail, c'est-à-dire sur l'écran principal, je peux venir ici créer ce qu'on appelle des work areas, qui vont me permettre de donner des catégories à mon application. J'aurai un module par exemple pour le back-end, un module front-end, un module de
de gestion de sécurité. Donc je peux catégoriser. Ça ne change rien sur la suite, c'est juste donner des éléments de filtre, je vais dire, supplémentaires. Alors, on va en créer quelques-uns. Je vais créer ici un, par exemple, back-end. J'aurai un autre, je ne vais pas en faire beaucoup, hein. Je pourrai avoir un front-end. Donc vous voyez, pour les créer, c'est très rapide. Je peux en créer un pour le mobile, etc., etc. Donc je peux définir tous mes différents modules et les cocher pour savoir si je peux les utiliser à l'intérieur de mon système. Ça, c'est plus anecdotique. Par contre, ce qui est très important maintenant, c'est la définition des itérations, comme l'appelle VSO, c'est-à-dire des sprints. Moi, en général, je renomme tout ce qui est itération 1, 2, 3 par sprint 1, 2, 3. Et donc, je peux créer une itération 1 que je vais renommer en sprint 1, avec une date prévue initiale qui commence par exemple aujourd'hui et qui se termine dans 2 semaines, c'est-à-dire le 2 juillet. Je fais la première itération, le premier sprint. Je peux créer de la même manière le sprint 2, avec également des dates si c'est nécessaire. Et je peux faire la même chose pour le sprint 3, aussi avec des dates. Okay. Je peux créer des sous-sprints, des sous-itérations, etc. Et je peux en créer évidemment autant que je souhaite. Ça, c'est la première chose, et en gros, c'est la seule chose à faire. Le reste, ça se fait au niveau du travail, du work, du travail avec lequel on veut travailler dans le système. Alors, on se retrouve ici au niveau de mes différentes tâches que je vais créer dans la rubrique work, avec plusieurs fonctionnalités en termes de sprint. On va pouvoir créer des tâches, mais on va avant ça essayer de les organiser de manière hiérarchique. C'est-à-dire dire une tâche, elle appartient à un module, qui appartient à une feature, qui appartient à un stories par exemple. Donc la première chose que je vais demander, c'est de créer dans la partie features, de créer toutes les grandes fonctionnalités qui m'intéressent à l'intérieur de mon application. J'imagine par exemple que j'ai besoin d'une application qui fait de la gestion de ticketing, mais je vais créer une feature ticket module, enter, qui est là, qui est de type business par exemple, que je peux changer. Alors ça, je l'ai créé rapidement, mais vous allez voir que toutes les tâches que je crée, ceci fait partie d'une des tâches, je peux double-cliquer dessus ou appuyer sur le Edit pour arriver dans un écran plus complet, plus détaillé, où je peux donner le détail complet, l'implémentation, comment le réaliser, voire même des attachments vers des fichiers Word, Excel, etc. Tout ça est sauvegardé derrière, dans ce cas-ci, la features ou la tâche, et tout ça est sauvegardé sur le serveur de Microsoft. Il n'y a pas de limite, hein. En gros, en termes de taille de fichier, vous êtes limité, je pense, à 2 gigas par fichier. Et en termes de contenu de fichier, il n'y a pas de limite non plus. Mais vous pouvez ici, surtout en termes de features, c'est donner ensuite le risque que vous estimez pour la développer et l'effort nécessaire pour pouvoir ensuite la planifier. Donc vous avez différents critères qui sont adaptés. Deuxième partie, c'est de définir, une fois qu'on a les features, de définir les stories. Donc pour définir les stories, je vais d'abord afficher le mapping, c'est-à-dire les features qui se trouvent là. Je peux, exactement de la même manière, venir les créer. Par exemple, ajouter, je pense que je vais faire des fautes d'orthographe à tous les mots, ajouter un nouveau client. Ça, c'est une des demandes qui est demandée par mon utilisateur final. Je peux avoir une demande qui est valider le code postal du client. J'en ai une autre qui pourrait être suivre la zone géographique. Et je peux en avoir une dernière qui est proposer la liste des villes adaptées à la région. Donc je l'ai créé. Exactement de la même manière, je peux double-cliquer dessus pour voir le détail et rajouter de l'information complémentaire si je le souhaite. Mais donc toutes mes stories se trouvent associées à ce moment-là ici. Je peux demander ces stories de venir les lier à ma features. Pour ça, je la prends, je la drag and drop, et elle me dit elle est associée à ce module, ce ticket module. Ça, c'est la première qui est associée. Je peux faire la même chose pour la deuxième, je peux faire la même chose sur la troisième et même chose sur la quatrième. Si j'avais plusieurs features, évidemment, je les répertorie un peu comme je veux. L'avantage de ça, c'est qu'ici, je viens de créer une sorte de hiérarchie entre les deux. C'est-à-dire, au niveau des features, je peux visualiser ma features, mais maintenant, je vois toutes les stories associées à cette features qui se trouvent en dessous. Donc, si j'ai plusieurs features, je vais avoir évidemment l'organisation complète qui va être rapidement pouvoir être établie de cette manière. En termes de stories également, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir les planifier pour le développement.
Donc je peux prendre une stories et venir dire, je vais la mettre dans le sprint 1. Je la déplace, je la glisse dans le sprint 1 pour la première, et je la glisse pour le sprint 2 dans le sprint 1 pour la deuxième. Donc au niveau de mon sprint 1, je vais retrouver actuellement 2 nouvelles stories à devoir développer. Il n'y a pas encore les tâches, c'est-à-dire le développeur ne sait pas encore techniquement quoi développer, mais il y a déjà le fonctionnel, si je peux dire, de ce qui doit être réalisé. Maintenant, je vais demander de réaliser du code, de réaliser des tâches. Et donc pour ça, j'ai un petit plus ici qui me permet d'ajouter soit une tâche, voire un bug. A priori, ça viendra plus tard. Si j'ajoute une tâche, j'ouvre un écran qui se trouve là, dans lequel je vais pouvoir lui donner la description des différentes tâches. Par exemple, pour pouvoir faire cette tâche-là, je dois définir une expression régulière pour le code postal. Enter. Voilà. J'ai défini une première tâche. Je peux en définir une deuxième, qui est créer une Web API de validation. Alors, déjà, première remarque à ce niveau-ci, vous voyez qu'ici, je suis dans un écran de création de tâches. J'ai New Task qui se trouve ici. Je donne le descriptif. Je vais pouvoir dire à qui elle est assignée ensuite. Je peux donner la description de la tâche et dans l'implémentation, comment faire pour éventuellement implémenter cette tâche-là. À quoi elle est liée en termes de user stories, quels sont les fichiers attachés pour pouvoir donner un descriptif plus complet, quel est l'original estimé, donc le temps prévu pour pouvoir réaliser la tâche, imaginons 8 heures pour faire cette tâche-là. Et au fur et à mesure du temps, le développeur va venir modifier cette information en disant le remaining, moi j'estime qu'il me reste 6 heures pour le terminer, et j'ai déjà travaillé 2 heures dessus. Ça, au fur et à mesure du temps, il va pouvoir évidemment faire changer, varier ces différentes valeurs. Je vais laisser à vide pour l'instant. Je fais Save and Close, et je peux ainsi créer toutes mes tâches qui sont donc associées à mon dashboard. Alors, si je reviens sur mes slides, petite remarque en termes de flux, on a ici, dans un projet agile, c'est le petit 2, c'est ce qui est mis en gras, on a un workflow, que je vais vous montrer juste après, qui est associé à différents éléments. J'ai représenté ici il y en a d'autres, mais ceux qui sont les plus fréquemment utilisés. C'est-à-dire on crée au départ une features qui vont être ensuite reliées à une série de ce qu'on appelle des user stories en agile, ce qu'on va appeler des product backlog items si on est en philosophie Scrum, et en CMMI, ça s'appellera des requirements. Le contenu n'est pas tout à fait le même. On a parfois plus de champs et parfois moins. Par exemple, en Scrum, Scrum, c'est une philosophie, en gros, c'est budget illimité, utilisateur illimité, temps illimité. Et donc là, en Scrum, par exemple, dans les tâches, on n'a pas la notion de ce que je viens de vous montrer, des heures prévues pour pouvoir faire le développement. Il n'y a pas ce champ. Si on veut le définir, il faut avoir un template qui le permet, comme par exemple Agile ou CMMI. Associé à ça, on peut créer des tâches, des issues, qui sont en gros des sous-tâches, voire des bugs. Et donc ici, j'ai mis un peu les différentes responsabilités de chacun. Souvent, nous, dans les projets, on ne limite pas, c'est-à-dire n'importe qui peut créer n'importe quel type de tâche, mais on conseille aux développeurs de dire, si tu veux créer, tu peux créer des tâches, voire des sous-tâches en termes d'issues, voire des bugs, mais pas créer des stories. La définition de ce qu'on doit développer fonctionnellement, a priori, c'est ou le manager en fonction des besoins du client. Ce n'est pas le développeur qui va rajouter une nouvelle fonctionnalité dans le système. Pas tout seul en tout cas. Okay. En termes de workflow, quand on crée une nouvelle tâche, elle apparaît dans un état nouveau, new. Le développeur, lorsqu'il va travailler sur cette tâche, il va la passer en état actif, il va faire un work started, elle passera en état actif, et quand il a résolu la tâche, si c'est une tâche, il la passera en état terminé, closed, en faisant un complete. Si c'est un bug, le bug, on va pouvoir le passer en état fixé, donc résolu, dans un état résolu, qui va pouvoir, via une équipe de testeurs par exemple, l'équipe de testeurs le passer en état closed. Donc il y a une petite subtilité à ce niveau-là. Alors, chose aussi très importante, notamment par rapport à Jira, par exemple, si vous créez une tâche, elle est définie sous forme de tâche au départ, et vous ne pouvez pas la switcher, la retransformer en bug. Les champs ne sont pas les mêmes du tout. Si ici, je demande de créer une tâche, on a, en termes de contenu, le descriptif, l'implémentation, le nombre d'heures d'efforts nécessaires, le planning, la classification, etc. Si je demande de créer un bug, on a reproductible steps, donc comment faire pour le reproduire, les informations sur le système,
dans quel build on a trouvé le problème, dans quel build ça a été intégré, etc. Les tests pour pouvoir vérifier et valider que tout ça est bon. Donc vous voyez que les onglets, les données ne sont pas les mêmes entre un bug et une tâche. Donc si vous créez un bug, vous ne savez pas changer, vous devez supprimer le bug éventuellement pour le transformer en tâche. Et donc ce qui se passe si on trouve un bug, on va venir ici décrire le bug, mais le développeur il ne va pas travailler sur le bug. Le développeur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler sur la tâche qui va être associée au bug. Donc en dessous du bug, on va venir créer une ou plusieurs tâches, s'il y a un ou plusieurs développeurs par exemple, et on va pouvoir venir faire cette association et répartir les tâches aux différents développeurs concernés. Chacun va résoudre ces différentes tâches qui lui sont assignées, et globalement, ça va venir résoudre le bug. Okay. Et donc toujours en termes de bonne pratique, nous ce qu'on conseille, c'est en termes de code source de remonter au moins tous les jours le code, pour qu'il soit centralisé, notamment pour des backups, et pour qu'il soit accessible le plus facilement et le plus rapidement possible aux autres développeurs. Seule condition, il faut que le code compile. Il ne doit pas nécessairement faire le boulot complet, il y a peut-être des choses qui manquent, mais en tout cas, ça ne peut pas perturber et empêcher les autres de travailler. Deuxième chose, c'est d'associer tout le code au work item. Ici, on est en train de créer des work items, on va les voir, on peut les retrouver dans Visual Studio, et quand on remonte son code, comme je l'ai fait tout à l'heure, je peux directement venir associer ce code aux work items, les work items étant les issues en Jira, c'est-à-dire les tâches ou les bugs et autres, directement dans TFS. Pour retrouver par après, on est en version 2, on a fait une modif en version 1.5, qu'est-ce qui a changé? On peut retrouver la liste de toutes les tâches, du coup la liste de tout le code modifié, avec éventuellement toutes les personnes, tous les développeurs qui ont travaillé sur ces tâches. Donc on a le flux complet pour retrouver un petit peu ce qui se passe. Pour l'association, on le verra, on peut le faire soit graphiquement, soit maintenant en utilisant la philosophie entre guillemets de Git aussi, c'est-à-dire un dièse et le numéro de la tâche qui correspond. Et alors on demande au développeur de mettre à jour les temps. S'il a travaillé 2 heures, d'indiquer dans le work item qu'il y a 2 heures qui ont été utilisées pour pouvoir suivre, puisqu'il y a des graphiques derrière qui vont pouvoir faire l'évolution de tout ça. Ouais. J'ai une question par rapport aux tâches. Est-ce qu'il y a aussi un API qui pourrait être utilisé par le service automatique, par exemple Alors, de manière générale, tout Visual Studio Online est entièrement accessible en REST, donc via des API sur le serveur. Donc on peut accéder à tout, c'est-à-dire on peut créer des tâches, on peut récupérer les tâches, on peut visualiser le code, la liste des différentes chaînes sets avec le contenu du code, etc. Donc tout ce que je fais graphiquement via l'interface web est faisable, quasiment tout, directement à l'intérieur des API. Ouais. Si par exemple on peut avoir une trace sur les tâches qu'un code review était fait oui. par quelqu'un, oui. C'était un succès par exemple, oui. Est-ce qu'il y a moyen de configurer ça, Alors, créer un commentaire automatique dans la tâche, par exemple? De créer des commentaires dans les tâches, oui, mais il faut faire à ce moment-là des scripts, donc via les API par exemple. Maintenant, on peut retrouver, ça je ne l'ai pas encore montré, mais si par exemple ici, là je suis dans la définition des tâches, je peux créer des requêtes pour retrouver un peu tout ce que je veux. Par défaut, j'ai des requêtes, des queries qui existent, qui sont par exemple assign to me. Et si je vais dans l'éditeur, je peux voir les critères qui ont permis de retrouver ça. Par exemple ici, pour le moment, j'ai aucune tâche qui m'est assignée, donc rien ne s'affiche, mais je vois ici que pour retrouver cette query, ça fait une recherche sur le projet courant, et ça fait une recherche sur assign to me égale moi. Si j'enlève cette requête-là et que je l'exécute, je vais retrouver toutes les tâches. Ici. Toutes les tâches sont là. Okay. Maintenant, ce qui est en général fait au niveau de Visual Studio Online, c'est qu'on va non pas faire une flat list, mais faire une tree of work items. Et si je fais une tree of work items que j'exécute, je retrouve avec une vue qui est quand même beaucoup plus intéressante. C'est expandable, hein, donc je peux appuyer sur les petites flèches pour les réduire et autres. Donc je me retrouve avec la liste de toutes mes tâches, mais organisées hiérarchiquement et classées hiérarchiquement. C'est-à-dire je vois la liste des tâches associées à mes différentes stories, associées à mes différents modules. Et je peux ainsi planifier et éventuellement enlever tout ce qui a déjà été développé dans le système. Par rapport à Jira, ça je trouve ça intéressant aussi de pouvoir faire rapidement en tout cas cette organisation à l'intérieur de l'application. Et donc, ce que je peux faire, pour ne pas le refaire à chaque fois, c'est sauvegarder ma requête. Par exemple, ici, je vais mettre que c'est all work items. Et je vais sauver cette requête dans des share queries. C'est-à-dire, en clair, elle va être partagée par tous les développeurs, toutes les personnes qui ont accès à ce projet-là. Elle se trouve donc ici dans share queries. Je peux même prendre cette requête, venir faire un pin to home page. Et dans la rubrique, dans la page principale, lorsque j'arrive, je vois directement toutes les tâches qui sont par exemple actives. Si je rajoute un critère actif. Et si je clique dessus,
mais je me retrouve avec la liste de toutes les tâches. Okay. Alors, une fois qu'on a fait ça, là où ça devient maintenant vraiment intéressant, c'est qu'on est dans des outils, on va dire, de type Microsoft, et donc on a toute l'intégration avec l'environnement Microsoft. Et moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je ne fais pas comme maintenant, j'ouvre Excel, et je vais me connecter sur la queries via l'onglet Team. Alors, l'onglet Team apparaît, c'est un composant gratuit, qui apparaît avec TFS Everywhere, donc je vais vous montrer après le lien. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement, l'installer gratuitement, et vous avez d'office cet onglet qui apparaît dans Excel, et MS Project aussi. Donc tout ce que je fais ici dans MS Project, on peut le faire également, et lui il est plus adapté à l'aspect planification aussi. Mais donc ça veut dire que si j'ai cet onglet Team dans Excel, je peux demander d'aller rechercher une nouvelle requête sur mon serveur, et j'avais créé un Tracis, comment s'appelait-il? Voilà, ici Tracis Agile Project. Je me connecte, je choisis la requête que je veux afficher, je l'ai mis dans Shared, All Work Item, okay. Elle est là. Et donc je retrouve ici, pour le moment, toutes les tâches qui existent, que je peux venir modifier, que je peux venir aussi ajouter, c'est ça l'intérêt. Je reprends mon fichier Word sur lequel je vais venir rajouter ça. Hop, oups, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL-C. Je vais venir, par exemple, en dessous de ces user stories là, venir rajouter, combien j'en ai? 2, 4, 5. Donc je vais encore rajouter 4 espaces. Je vais venir ici placer, à mon avis, je vais être trop loin. CTRL-X, CTRL-V. Ce sont des tâches, tasks. Je pourrais définir ça en forme de bug. Si je prends ici, j'ai la liste des différents éléments, dont les bugs qui se trouvent un peu plus haut, plus bas, je ne sais pas où. Bug ici, voilà, par exemple. Donc je peux venir les ajouter, je peux venir les associer directement au sprint 1. CTRL-V, voilà. Donc comme je suis dans Excel, ben, j'ai toutes les fonctionnalités copier-coller que je place dans tous les sens comme je veux. Et du coup, je peux faire aussi des statistiques. Si je veux savoir combien de temps on a travaillé, qui a travaillé sur quoi, à quel moment, etc., je peux récupérer les données et sortir les graphiques que je souhaite dans Excel, aussi simplement que ça. Et pour mettre à jour, ben, j'ai un bouton Publish. Refresh, ça récupère du serveur. Publish, ça remonte au serveur. Voilà qui est fait. Et donc, ça veut dire que si je retourne sur le serveur, que je rafraîchis ma requête, j'ai mes nouvelles tâches qui ont été créées en 3 secondes. Sur les projets, je prends notamment le projet Hyper sur lequel moi j'ai défini les tâches, où il y a peut-être 2000 tâches, ben, je les ai toutes créées avec Excel. Je n'ai pas été passer mon temps dans l'interface web à faire une à la fois, Enter, une à la fois, etc. Je les crée de cette manière-là, en mettant même des descriptions un peu plus complètes si on veut. Et ensuite, on a juste besoin d'aller au niveau du backlog, pouvoir les planifier, soit comme je les ai mises tout à l'heure via le sprint, mais ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on va dans le sprint, afficher le board, et là, on se retrouve avec ce que moi j'appelle la vue post-it, où on retrouve les différentes stories qui sont ici. Je peux l'afficher en full screen. Les différentes stories qui sont là. Et la possibilité d'assigner directement les tâches aux personnes. Pour le moment, il n'y a qu'une seule personne sur le projet, donc il n'y a que moi. Je peux venir faire les assignations. Je peux venir donner les priorités, les nombres d'heures qui m'intéressent sur chacun. Donc vous voyez ici, j'ai 3 heures sur celui-là. Je vais mettre 5 heures sur celui-là, 2 heures sur celui-là et je vais me l'assigner aussi. Et je peux cliquer sur la tâche pour aller plus en détail, pour éventuellement rajouter, pas 3 heures, mais sur d'autres éléments qui m'intéressent ou des priorités à l'intérieur de toute cette organisation. C'est ça, on sait l'adapter, le active result. Oui. On peut personnaliser sur base des statuts existants. On ne sait pas encore, ça a priori ça arrivera bientôt pour faire l'aspect customisation des templates. On peut le faire sur un TFS on-premise, mais sur la version cloud, on est limité au statut qui existe, mais on peut réorganiser les colonnes un peu comme on le souhaite. Ouais. Et ça, c'est en gros la vue avec laquelle nous, on travaille. Ben, nous, on fait des sprints d'une semaine. Ben, toutes les semaines, tous les lundis matins, on affiche ça. Et on peut créer directement des nouvelles tâches si on en a oublié. On peut les associer aux différentes personnes. On peut les placer en disant, ben, celle-là, j'ai déjà travaillé dessus, ou je suis en train de travailler dessus, je la fais un drag and drop et je la mets dans Active. Si j'ai terminé, moi, en tant que développeur 2 jours plus tard, soit je vais dans la tâche, soit je vais via Visual Studio, soit je la prends et je la mets directement, comme c'est une tâche, en close. Et puis on me dit, ah ben non, c'est pas bon, je la reprends, je la remets en actif. Tout ça est tracé, hein, tout ce que je viens de faire, en termes d'historique, all change, voilà, j'ai tous les changements de statut, de valeur, etc. C'est comme Jira, tout est tracé dans le système.
Et alors surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir non pas un affichage par stories, mais un affichage par people. Et donc de voir ici toutes les tâches qui me sont assignées et dire tiens, j'ai 5 heures, j'ai 5 heures qui sont prévues sur ma semaine. Ok, je peux encore ajouter des tâches. Mais si j'avais une tâche qui faisait, pas 5, mais 15 heures, que j'en ai une deuxième ici, dans laquelle il me reste aussi encore 20 heures pour travailler, ça fait 35, ben ça commence à devenir juste, et je le vois directement d'un seul coup d'œil sur le sprint. Et donc à ce moment-là, je pourrais dire, je prends cette tâche-là, et je vais l'associer à une autre personne. Et je la déplace chez l'autre personne. Donc on peut jouer très rapidement avec cette définition de tâche dans le système. Okay. Et donc une fois que tout ça est fait, ben évidemment mon fichier Excel est toujours là, je peux à tout moment faire un refresh et récupérer, dans ce cas-ci, juste les personnes auxquelles ça a été assigné ou l'emplacement des personnes à qui ça doit se retrouver ou les nouvelles définitions. L'avantage d'Excel aussi, c'est que vous pouvez aller chez votre client sans avoir du tout de connexion Internet, ben, vous avez l'état complet, vous pouvez tout modifier en offline, revenir sur le réseau, on appuie sur Publish et c'est reparti. Ok. Donc ça c'est un peu la démo qui est ici. Dernier module, rapidement. Il y a un module d'abord de testing et de build. Donc ici c'est un module, d'ailleurs qui passe en nouvelle version dans VS Cloud pour le moment. C'est un module qui permet automatiquement de venir faire, d'abord montrer celui-là, de faire les tests. Alors les tests, on a entre guillemets des tâches de type testing dans lesquelles on peut là définir manuellement la manière dont on va vouloir tester les process. Donc en général, nous ce qu'on fait, c'est qu'on vient au niveau de l'organisation des tâches, c'est-à-dire le All Work Items ici, créer une feature, par exemple testing fonctionnel, dans lesquels on a la possibilité de rajouter directement des test cases. Et un test case, ben, c'est un descriptif, et puis c'est la liste de toutes les étapes à devoir valider. Mais à valider, dans ce cas-ci, manuellement. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un support pour vérifier et garantir après pour le testeur que tout a été fait correctement et qu'on n'a rien oublié. Mais c'est fait manuellement. C'est déjà ça, ça existe. Et donc on peut créer et sauver la tâche. L'autre partie qui existe, c'est la possibilité de faire des tests automatiques. Et donc Microsoft fournit un outil pour pouvoir venir graphiquement cliquer où il faut et demander d'obtenir les résultats nécessaires. Ça permet de faire des tests, que ce soit graphiques ou des tests graphiques sur bureau ou des tests sur web. Et donc, il génère derrière ça des scripts qui peuvent être intégrés dans des projets de type, par exemple, unit testing, et qu'on va pouvoir exécuter de manière automatique. Et le système va faire simuler, je suis venu cliquer à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Alors, il ne fait pas un clic en termes de coordonnées. Il ne vient pas dire, j'ai cliqué sur le curseur à la position 15 pixels, 20 pixels. Il récupère les noms des éléments. Donc, par exemple, ici, le nom de la boîte de texte ou le nom du bouton, pour pouvoir, même s'il a changé légèrement, de pouvoir quand même dire on a simulé le fait de cliquer sur ce bouton. À côté de ça, il y a tout l'environnement de framework de unit testing complet à utiliser par le développeur au quotidien. Et puis, ben, on a tout l'aspect de construction, de build automatique, qui permet de faire du continuous integration, et c'est-à-dire en quelques clics, en 3 commandes, de pouvoir dire je vais définir qu'on appelle un build definition, je vais définir ma manière de construire mon code, je vais le remonter, soit en demandant au cloud de le compiler, soit en demandant à un serveur chez Tracis de le faire, et à tout moment, soit planifier par exemple toutes les nuits à 3 heures du matin, soit à chaque fois qu'on remonte du code sur le serveur, on va dire je veux que mon serveur de build vienne construire tout l'environnement, tous mes exécutables. Et ça permet ainsi de vérifier si une modification dans un petit morceau de code ne va pas avoir une influence sur un service Windows ou un service web ou un service REST qui se trouve de l'autre côté, qui l'utiliserait par exemple. Parce que je vais tout builder, je vais tout déployer entre guillemets sur un serveur de dev, je vais lancer tous mes tests en automatique et récupérer, ici, l'entièreté de toutes les fonctionnalités pour voir si tout fonctionne bien. S'il y a un problème, automatiquement un bug est créé et est associé au développeur qui a remonté le code. Et vous pouvez, vous, être averti, évidemment, par mail de tout ça. Alors, l'avantage, c'est que ça se fait extrêmement rapidement. Pour créer un build definition, il suffit d'aller dans mon Visual Studio, dans la rubrique Team Explorer, dans... où est-ce qu'il est? Il n'est pas ici, je vais aller sur le serveur, ça sera plus simple. D'aller dans la rubrique Build, de me retrouver ici et de venir faire la création d'un nouveau build definition. Et donc pour ça, voilà, je le trouve.
Ah oui, il faut que j'installe. Ouais, je ne vais peut-être pas le faire ici. J'aurais voulu vous montrer l'écran. Je vais l'ouvrir. C'est parce que je suis dans la version 2015. Si je me mets dans la version 2013, je vais vous montrer. On va réouvrir le même projet en 2013. En 2015, il n'est pas encore complètement terminé. Donc, je prends la solution. Allez. Voilà. Dans Team, décidément, il m'ennuie. Alors, je reprends mes notes. Je pensais qu'on l'avait à partir d'ici. Non, ils ont changé. Je vais le prendre en empty. Voilà. Voilà. Je vais le prendre ici en vide, ce sera plus simple. Donc, on peut venir donner les différentes étapes qu'on va vouloir compiler et donner les différents triggers, savoir si on veut faire un build en planifié, automatique, ou un build continu, ou les deux. Et donc, ça veut dire que continu, dès qu'on va remonter du code, automatiquement, évidemment, ce build va s'enclencher. Okay. Et en termes de repository, je vais lui dire à ce niveau-ci, qu'est-ce que je vais vouloir builder? Donc, quelle branche je vais vouloir utiliser? Est-ce que je veux faire un clean, par exemple, de mon code au départ, pour pouvoir le faire le build, etc. Et donc, une fois que tout ça est construit et est sauvé, je peux l'enregistrer et je peux à tout moment, soit manuellement venir demander de l'ajouter à la queue de build, ici, queue build, dans lequel je viens le rajouter, et là, à ce moment-là, il va venir faire la compilation de mon code. Et je vais avoir le détail complet. Ça, c'est parce que je fais une compilation sur le serveur. En host, je vais dire, sur le serveur de Microsoft. Alors, on est limité parce que Microsoft nous fournit des ressources de compilation uniquement quelques minutes. On a 60 minutes par mois, donc c'est vraiment pas l'intérêt, c'est pas l'utilisation complète qu'on veut faire de ce système de build. L'intérêt, c'est plutôt d'utiliser un outil de build qui est hébergé à ce moment-là chez Tracis. Et on fait exactement la même chose, simplement ce qu'on choisit, c'est que l'agent de construction se trouve chez Tracis dans les différentes configs, au lieu qu'elle soit placée sur le serveur. Mais donc, l'avantage, c'est qu'en donc voilà, ici, il m'a fait mon build complet, correctement. L'avantage, c'est qu'en quelques commandes, on a la possibilité de créer un build definition, de le modifier, si on veut, et de venir rajouter à la fois des scripts de déploiement automatique, si on veut, et à la fois l'emplacement des différentes variables, différents codes qu'on va vouloir utiliser. Et on a évidemment toute l'historique avec l'emplacement de qui a fait quoi à l'intérieur de ce build. Et notamment où se trouvent donc les aspects de rétention, c'est-à-dire combien de versions d'exécutables il va conserver sur le serveur. Et tout ça est gardé aussi et historisé à l'intérieur de Visual Studio Online. Oui? Pour les build steps qui sont disponibles, là, il y a un répositoire de plugins. Il y en a toute une série qui sont en train de mettre en place, oui, c'est ça, ici. Donc on voit tous les types de builds possibles disponibles sur le serveur de Microsoft. Ça, c'est parce que ce sont ceux qui sont disponibles sur le serveur de Microsoft pour pouvoir faire les builds. Maintenant, on peut créer ses propres scripts de build automatique, enfin de scripts complets, tels qu'on le souhaite, et qui seront exécutés, dans ce cas-là, sur notre serveur à nous, Là, pas chez eux. On peut utiliser même des outils qui sont juste installés sur ce serveur, même s'ils ne sont pas disponibles ici. Imagine que j'installe un outil que je vais appeler par Oui. un appel command line pour le lancer sur mon projet, par exemple. Ah oui, tout à fait, mais il faut que les commandes, les outils derrière soient existants sur le serveur. Et c'est pour ça que je conseille, moi, plutôt d'utiliser, on est en train de mettre en place un serveur de build pour ça, pour Visual Studio Online, chez nous, sur lequel, là, on pourrait installer un peu ce qu'on veut comme type d'outil. Par défaut, il y a tous les outils traditionnels fournis par Microsoft, donc compilation C#, TypeScript, etc. Tous les SDK de standard, mais si demain on veut utiliser un autre type de SDK ou d'autres types de bibliothèques, il suffit de les installer et puis de le renseigner en termes d'emplacement pour pouvoir faire l'exécution. C'est ce qu'on a fait en partie sur Hyper, parce que là on avait besoin d'avoir des fonctionnalités particulières de compilation TypeScript, et on était rajouté nos propres manières de compiler en TypeScript avec nos propres arguments.
Il suffit de définir son propre script et de l'exécuter. Tout à fait. OK. Mais alors l'intérêt principal, c'est qu'on a donc la possibilité, je ne sais plus où ils l'ont mis maintenant, de pouvoir générer, donc voilà, ici en termes de default, on choisit là le host-it, ou bien on peut choisir le sien qui sera référencé une fois qu'on aura mis celui de Tracis en place. Il sera référencé à cet endroit-ci. Et il y a, mais il change, tout ça est en cours de mise en place dans une nouvelle version, le XAML Definition. Il y a un emplacement où on peut dire de créer automatiquement un bug si il a été, je le cherche, si on a trouvé un bug dans l'application. Build Job Authorization. Non, je ne sais pas où ils m'ont mis. Je ne sais pas où ils m'ont mis. Mais on peut créer automatiquement le bug si on le souhaite. OK. Alors, dernier petit point, c'est tout ce qui est utilisation des clients. Donc, j'en ai montré quelques-uns. Évidemment, comme c'est Techno Microsoft, Visual Studio, forcément, il est intégré, tout est intégré dedans. On a le web, je vous ai montré avec moi, c'est avec Chrome. On se connecte au web et on fait tout ce qu'on veut. C'est compatible tout type de browser, même le téléphone. Hein, si avec le téléphone, vous voulez accéder à votre projet, vous vous connectez dessus et vous avez l'accès à toutes les fonctionnalités. Vous avez aussi Windows Explorer, des plugins pour directement faire des remontées ou des redescentes de code, par exemple, directement depuis le gestionnaire de fichiers de Windows. Et alors, vous avez le Team Explorer dont je parlais tout à l'heure, qui permet, lui, d'avoir la fameuse barre dans Excel ou dans MS Project, la fameuse barre supplémentaire pour pouvoir faire des connexions directement dans Excel. Team Explorer Everywhere, ça vous donne le plugin pour Eclipse ou en ligne de commande, et puis Excel et MS Project dont j'ai parlé qui sont disponibles là. Donc nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise pour les développeurs Visual Studio, et eux, ils ne sortent pas de l'environnement, ils ont tout intégré dedans. Par contre, les chefs de projet ou les superviseurs, ils utilisent Excel et le navigateur web, et ils n'ont pas besoin d'autre chose. Même s'il faut faire une modification, on va dire du code, si c'est un fichier de config, on peut le faire. Il n'y a pas besoin de sortir de l'environnement d'Internet Explorer ou de Chrome pour pouvoir aller rechercher autre chose. Et l'avantage sur ça, c'est qu'en termes de licensing, je le mets ici, ça ce sont les prix, mais bon, peu importe. L'intérêt, je vais montrer ceux qui sont vraiment utiles, c'est ceci. C'est-à-dire, soit on a un abonnement, c'est ce que majoritairement on a chez nous, tous les développeurs ont des abonnements MSDN, et donc automatiquement, ils ont l'environnement d'accès, ils ont automatiquement la licence d'accès à Visual Studio Online, gratuitement. Donc ça n'a rien coûté à Tracis de passer dans le cloud pour cet aspect-là, puisque tous les abonnements MSDN sont éligibles sur VSO. Si c'est un utilisateur qui n'a pas besoin de tous les outils de développement, mais qui veut quand même avoir accès à toutes les fonctionnalités de VSO, ça revient soit de $20, soit de $45. Là, $45, il a Visual Studio, donc il a aussi l'environnement de développement en plus, dedans, compris. Maintenant, on a une version, ce qu'on appelle Stakeholders, qui est là dédicacée à tous les, je dirais, chefs de projet ou superviseurs. Ils ont accès à toutes les fonctionnalités, mais uniquement de la rubrique Work. Ils n'ont pas l'onglet Code, donc ils ne savent pas voir le code. Mais ils peuvent aller dans Work et ils peuvent gratuitement voir, créer, modifier, gérer l'entièreté de tout ce que j'ai fait ici. Donc ils peuvent créer des stories, ils peuvent créer des tâches, ils peuvent créer des bugs. Et ça, c'est ce que Microsoft appelle des stakeholders, et ça, c'est gratuit. Donc en clair, il n'y a globalement que les développeurs qui doivent payer. Autre petite particularité, c'est jusqu'à, où est-ce que c'est marqué? Ici, jusqu'à 5 utilisateurs, c'est gratuit. Donc pour vous, chez vous, pour tester, vous avez un accès full, à tout l'environnement de VSO, y compris 60 minutes de build, gratuitement pour 5 utilisateurs, 5 adresses mail associées à ça. Donc moi j'ai par exemple un compte dans lequel je fais mes tests, mes petits développements privés et autres, ça ne me coûte rien, ni pour l'hébergement, ni pour l'utilisation des différents éléments qui sont derrière. Okay. Donc voilà, ça vous donne un peu une vision complète de l'outil TFS Online ou Visual Studio Online, c'est-à-dire je vous ai montré l'outil de remontée de code, qui a priori est complet et qui permet maintenant de se connecter sur tous les environnements et plugins externes, notamment avec Git, mais avec TFVC aussi. On a tout l'aspect travail, collaboratif, où là, dans les environnements de développement, le développeur a tout ce qu'il a besoin aussi, mais pour tout ce qui est supervision par le chef de projet ou autre, il a également tous ces outils nécessaires, encore une fois gratuitement par l'intermédiaire des interfaces web, et donc il peut, comme je l'ai dit, créer des tâches, créer des bugs, créer des requirements, des stories, etc. Et suivre surtout, c'est suivre tout ça. Soit être averti automatiquement par mail quand il y a des changements, soit régulièrement par tous les jours ou toutes les semaines venir vérifier son système.
Et puis, ben, il y a l'aspect build, qui est, je pense, très simple à mettre en place. Et donc, c'est pour ça que moi, je le conseille. Dès qu'on aura un serveur Tracis complet, ça prend 3 secondes de venir faire clic, clic, clic et de compiler votre projet, l'entièreté de votre projet automatiquement. Et je peux vous dire que ça peut parfois vous sauver la vie de savoir qu'un développeur fait une modification d'un côté, que ça a un impact sur un environnement de l'autre côté auquel on n'aurait même pas pensé. 3 ou 5 secondes de la vie dans le projet, c'est évidemment pas grand-chose. Puis tout l'aspect testing, où là, ça demande peut-être plus de travail à mettre en place, mais en tout cas, pour tout ce qui est testing manuel et suivi, ben, tout est intégré également et tout peut être mis exactement de la même manière. Toutes les procédures de déploiement peuvent se faire aussi avec du PowerShell. Déploiement automatiquement sur des serveurs web, sur des serveurs de production, de test, tout ça peut être fait. Enfin, de production, peut-être pas directement, mais en tout cas de test. Et alors, un module dont je n'ai pas parlé, c'est Application Insight. Dans VSO, Microsoft fournit une brique qui est un outil en quelque sorte de statistique, mais plus orienté en termes de statistiques d'utilisation des applications. C'est-à-dire que vous pouvez les intégrer sur vos sites web, sur vos applications mobiles, et de voir, à l'intérieur d'Application Insight, de voir par exemple, tiens, sur quel écran mes utilisateurs vont plus fréquemment. Est-ce que c'est plus intéressant d'optimiser l'écran numéro 1 ou d'optimiser l'écran numéro 2? Si on pose la question aux utilisateurs, tout doit être fait, et parfois c'est même le 2, alors qu'on va peut-être voir statistiquement que 80% des utilisateurs vont sur le 1. Et donc ça, Application Insight permet de retrouver ça. En plus de suivi de tout ce qui est crash. Si vous avez un crash, ben, il vous donne des infos par exemple dans l'application aussi. OK? Oui? Est-ce qu'il y a un vue sur la qualité du code? Par exemple, je parle de static code analysis ou par exemple Oui.